Michael Langston ne s'attendait pas à trouver quelqu'un dans son bureau à minuit, et encore moins une petite fille de 6 ans en train de frotter le sol comme si c'était sa dernière chance de rester en vie. L'immeuble de bureau était presque vide lorsque Michael Langston sortit de l'ascenseur au 31e étage. Il était tard, bien après 22 heures, et la plupart des lumières dans le couloir avaient déjà été tamisées. Le silence du soir enveloppait les couloirs en verre lisse comme un voile doux, brisé seulement par le bourdonnement bas de la climatisation et l'écho léger de ses chaussures polies contre le marbre. Il tenait son téléphone d'une main, une expression fatiguée gravée sur les traits de son visage, les yeux balayant une longue liste de courriels auxquels il n'avait aucune envie de répondre ce soir-là. Il poussa la lourde porte en verre de son bureau d'angle, s'attendant à du silence et de la tranquillité. Mais dès qu'il entra, il s'arrêta. Il y avait quelqu'un. Une petite silhouette courbée près du sol, près de la fenêtre, se déplaçant lentement d'avant en arrière. Il lui fallut un instant pour enregistrer ce qu'il voyait. C'était un enfant, une petite fille. Elle ne devait pas avoir plus de 6 ans. Son petit corps était vêtu d'une combinaison bleue ample qui pendait de ses épaules. Ses mains étaient couvertes de gants en caoutchouc jaune qui semblaient trop grands pour ses doigts. Elle était à genoux, une éponge dans une main, frottant une marque tenace sur le carrelage poli près des immenses fenêtres en verre qui donnaient sur la ligne d'horizon de la ville. Un petit seau en plastique était posé à côté d'elle, rempli d'eau trouble qui clapotait à chaque mouvement. Michael resta figé dans l'embrasure de la porte, stupéfait. Pendant un moment, il ne parla pas, pensant peut-être qu'il l'imaginait, comme la fatigue peut parfois jouer des tours à l'esprit après de longues heures. Mais elle était bien réelle. Si réelle, avec ses cheveux châtains clairs tirés en une tresse lâche dans son dos et ses 12 yeux bruns qui se levèrent enfin vers lui lorsqu'elle se rendit compte qu'elle n'était pas seule. Il s'avança lentement, la voix basse et incrédule. « Que fais-tu ici ?» Elle cligna des yeux une fois, puis baissa à nouveau les yeux, sa main restant immobile sur l'éponge. « Je nettoie, dit-elle doucement. »« Tu nettoies ?» répéta-t-il, le ton plus tranchant maintenant, un mélange d'incrédulité et de colère grandissante. « Pourquoi nettoies-tu ? Tu n'es qu'une enfant. » La petite fille ne sursauta pas. Sa petite voix était calme, stable d'une manière qui ne correspondait pas à son âge. « Parce que je dois. Je suis seul. Personne d'autre n'aidera. » Michael la fixa, incapable de parler pendant un instant. 1000 pensées se bousculaient dans son esprit. Responsabilité légale, qui l'avait amenée ici. Comment elle avait passé la sécurité, mais aucune d'elles n'était aussi importante que l'image devant lui. Une petite fille de 6 ans travaillant comme agent d'entretien dans son bureau seule la nuit. Il se pencha devant elle, son costume se tendant aux épaules, ses yeux à hauteur des siens. « Qui t'a amené ici ?» demanda-t-il. « Ma tante, répondit-elle. Elle travaille la nuit. Je l'aide. Elle a dit que si j'aidais, elle me laisserait rester. » Rester où ? Dans son appartement. C'est petit. Elle dit que je dois le mériter. Michael serra la mâchoire. La colère qui montait dans sa poitrine était différente de celle à laquelle il était habitué dans les salles de réunion et les réunions d'affaires. C'était personnel. C'était humain. Il se leva brusquement, sortit son téléphone et appela son assistant. « Faites venir la sécurité. »« Maintenant, dit-il. » Puis, jetant un coup d'œil à la petite fille, il adoucit son regard. « Comment tu t'appelles ?»« Sadie, répondit-elle. »« Sadie quoi ?»« Sadie Monroe. » Il répéta son nom dans sa tête en marchant vers son bureau, l'esprit en ébullition. Il existait des lois contre cela, des protections. Les gens étaient censés se soucier. Il s'assit derrière son bureau et la regarda, assise là par terre, tenant son éponge comme si c'était le seul outil qu'elle avait pour se maintenir à flot dans ce monde. La sécurité arriva quelques minutes plus tard, confuse jusqu'à ce qu'il voie l'enfant, puis silencieuse, tandis que Michael leur donnait des ordres. La femme inscrite dans le registre du personnel de nettoyage après les heures de travail, la soi-disant tante de Sadie, fut évacuée de l'immeuble avant la fin de l'heure. Michael ne voulait pas entendre ses excuses. Peu importait à quel point elle était désespérée ou combien elle avait besoin de ce travail. Il n'en avait que faire. Il se souciait seulement du fait qu'elle avait laissé une petite fille nettoyer les sols comme une servante, cachée derrière le bourdonnement de la vie nocturne du bureau. Lorsqu'ils lui demandèrent ce qu'il fallait faire de l'enfant, il hésita. « Elle ne va pas dans un refuge ce soir, dit-il fermement. »« Mais monsieur, commença le chef de la sécurité, mais Michael leva la main. « Elle vient avec moi. » C'était impulsif, voire téméraire.
Il était bien conscient des complications juridiques, des papiers à remplir, du risque pour sa réputation irréprochable. Mais il s'en moquait. Il ne pouvait pas s'éloigner d'elle. Pas après ce qu'il avait vu. Ce soir-là, Michael Langston, un homme connu pour garder tout le monde à distance, ramena chez lui une enfant qu'il n'avait jamais rencontrée, simplement parce qu'elle l'avait regardé avec des yeux trop fatigués pour une enfant de 6 ans et lui avait dit qu'elle n'avait personne. Et quelque part, au fond de lui, quelque chose se fissura. Quelque chose qu'il pensait avoir depuis longtemps transformé en pierre. Le trajet vers la maison fut silencieux. Sadie était assise à l'arrière de la voiture noire de Michael, les jambes flottant légèrement au-dessus du sol, les mains posées calmement sur ses genoux. Elle ne demanda pas où ils allaient. Elle ne semblait pas effrayée, juste fatiguée, ses yeux se dirigeant vers la fenêtre où les gouttes de pluie brouillaient les lumières de la ville. Michael était assis à côté d'elle, la regardant de temps en temps, tentant de comprendre ce qu'il faisait. Il avait toujours pris des décisions rapidement dans les affaires, guidé par l'instinct et les calculs. Mais ce n'était pas une décision réfléchie. Ce n'était pas du tout une décision. Cela ressemblait plus à une évidence. Il n'était pas sûr de ce qu'il attendait lorsqu'il l'avait fait monter dans la voiture. Qu'elle pleurerait, poserait des questions, peut-être s'endormirait et oublierait où elle se trouvait. Mais elle ne fit rien de tout cela. Elle resta immobile et composée, trop composée pour quelqu'un de son âge. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, juste lourd, comme s'ils étaient tous les deux conscients d'avoir franchi une ligne invisible que ni l'un ni l'autre ne comprenait entièrement. Lorsqu'ils arrivèrent à son Penthouse, le portier lui lança un regard curieux, mais ne dit rien. Michael conduisit Sadie à travers le hall en marbre et monta dans l'ascenseur privé, le bourdonnement silencieux du mouvement remplissant l'espace entre eux. Une fois à l'intérieur, elle le suivit dans le couloir sans hésiter, ses petites baskets grinçant légèrement contre le parquet. Il s'arrêta devant la chambre d'amis, celle qu'il n'avait pas utilisée depuis des années, et ouvrit la porte. La chambre était propre mais simple. Des murs blancs, un lit simple, une petite commode et une lampe de lecture. « Ce sera ta chambre pour l'instant, dit-il, incertain du ton à adopter avec une enfant de 6 ans. Si tu as besoin de quelque chose, frappe. Je serai dans la chambre d'en face. » Elle hocha la tête et entra dans la pièce, ses yeux scrutant l'espace avec une sorte d'efficacité silencieuse. Elle ne demanda pas de jouets, d'histoire ou d'un verre d'eau. Elle s'assit simplement sur le bord du lit, croisa ses mains dans son giron et le regarda. « Merci, dit-elle doucement. » Il cligna des yeux, surpris par sa calme. « De rien. » Elle ne dit rien de plus, et lui non plus. Après un moment, il ferma doucement la porte derrière lui et se tint dans le couloir, expirant lentement. Il ne se rendit pas dans sa chambre. Au lieu de cela, il se dirigea vers la cuisine et se versa un verre de scotch. La ville scintillait à travers les fenêtres du sol au plafond, indifférente au changement qui venait de se produire à l'intérieur de sa maison. Il s'appuya contre le comptoir, sirotant lentement, tentant de réconcilier l'homme qu'il était censé être avec celui qui venait d'amener une inconnue, une enfant, dans sa maison. Le lendemain matin arriva plus tôt que prévu. Michael, habituellement levé à 6 heures, était déjà habillé et en train de traiter des emails lorsqu'il entendit des pas légers dans le couloir. Sadie apparut dans l'embrasure de la porte du salon, portant la même combinaison bleue qu'elle avait portée la veille au soir. Ses cheveux étaient en désordre, mais son visage était propre. Elle paraissait petite face à l'immensité de la pièce, mais elle se tenait avec une dignité tranquille qui la faisait paraître plus âgée que son âge. « Bonjour, dit-il. »« Bonjour, répondit-elle. »« Tu as faim ?» Elle hésita. « Oui. » Il la guida jusqu'à la cuisine, naviguant maladroitement dans l'inconnu de prendre soin d'un enfant. Il ne cuisinait pas. Il y avait des chefs qui venaient 3 fois par semaine pour préparer ses repas à l'avance. Mais ce matin-là, il fit des œufs brouillés lui-même, se tenant rigide devant la cuisinière tandis qu'elle s'asseyait au comptoir en l'observant. Elle mangea lentement, proprement, ne gaspillant aucune bouchée. Il la regardait plus qu'il ne l'aurait dû, fasciné par la manière dont elle se déplaçait, par le fait qu'elle ne parlait que lorsqu'on lui parlait. La plupart des enfants qu'il avait vus, les enfants de ses employés lors des événements de l'entreprise, les proches qu'il se souvenait à peine, étaient bruyants, imprévisibles, souvent exigeants. Sadie n'était aucune de ces choses-là. Après le petit déjeuner, il appela l'un de ses avocats, demandant une recherche immédiate sur les lois et procédures de tutelle d'urgence. Il n'était pas sûr de ce qui allait se passer ensuite, mais il savait qu'il ne la renverrait pas à la femme qu'il avait forcée à frotter les sols la nuit. Pas après ce qu'il avait vu. Tout au long de la journée,
il travailla depuis chez lui, un changement rare dans sa routine. Sadie resta principalement dans la chambre d'amis, lisant une petite pile de livres pour enfants que Lydia, la femme de ménage, avait apportés. Michael alla la voir une fois, s'attendant à la trouver en train de faire la sieste ou de jouer. Au lieu de cela, elle était assise en tailleur sur le sol, lisant silencieusement, son expression concentrée et paisible. Il s'appuya contre le cadre de la porte et la regarda pendant un moment avant qu'elle ne lève les yeux. « C'est bien si joli ici ? » ?»« Bien sûr, dit-il. Tu peux aller où tu veux. » Elle hocha la tête mais ne se leva pas. Ce soir-là, alors que les lumières de la ville commençaient à clignoter une par une à l'extérieur des fenêtres, Michael se retrouva à penser à son propre enfance. L'orphelinat, les lits froids, le bruit incessant des autres enfants, aucun d'eux ne restant. Il avait eu l'âge de Sadie lorsqu'il réalisa que personne ne venait pour lui. Ce souvenir l'avait durci, l'avait façonné en un homme qui n'avait besoin de personne. Mais en regardant Sadie maintenant, si calme, si contenu, il se demanda ce qui aurait pu se passer si quelqu'un était intervenu pour lui. Si quelqu'un l'avait regardé et lui avait dit « Je ne m'en vais pas ». Il n'était pas prêt à l'admettre à haute voix, mais quelque chose en lui était en train de changer. Pas rapidement et pas entièrement confortablement, mais c'était là. Cette nuit-là, avant de s'endormir, elle se rendit à la porte de son bureau et frappa une fois. Il leva les yeux de son ordinateur portable. « J'ai brossé mes dents, dit-elle. Et je me suis lavé les mains. Tu veux vérifier ? » Il sourit presque malgré lui. « Pas besoin. Je te fais confiance. » Elle parut surprise. Puis elle hocha la tête et se tourna vers sa chambre. « Bonne nuit, Sadie. »« Bonne nuit, Michael. » Il resta dans le silence après qu'elle soit partie, fixant le document ouvert à l'écran, les chiffres et projections devenant soudainement sans signification. Pour la première fois depuis des années, le travail ne captait pas toute son attention. Il y avait un enfant endormi dans le couloir qui ne lui appartenait pas. Pas encore, mais d'une manière ou d'une autre, elle lui appartenait déjà. Et il n'était pas sûr de ce que cela signifiait. Mais il savait qu'il ne pouvait pas l'ignorer. Michael Langston n'était pas habitué à la présence de quelqu'un d'autre chez lui. Son Pentouse avait toujours été une forteresse de solitude, silencieuse, contrôlée, stérile. Pendant des années, il avait trouvé du réconfort dans ce silence, se convainquant que c'était de la paix. Mais maintenant, avec un enfant dans le couloir, le silence semblait différent. Pas exactement oppressant, mais observateur, comme si les murs attendaient de voir ce qu'il ferait ensuite. Les jours suivants passèrent dans un brouillard d'adaptation. Sadie continua de le surprendre avec ses routines silencieuses, son absence de plainte et sa maturité étrange, presque perturbante. Elle se levait tôt, faisait son lit parfaitement et attendait toujours la permission avant de toucher quoi que ce soit qui ne lui appartenait pas. Elle était polie, soigneuse et anormalement autonome. Michael la regardait, fasciné et troublé. Il était évident que ce n'était pas simplement une enfant bien élevée. C'était une enfant qui avait appris à ne pas être un fardeau. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser à cette nuit-là dans le bureau. L'image d'elle à genoux, avec des gants en caoutchouc et une éponge, le hantait. Aucun enfant ne devrait jamais savoir ce que cela fait de travailler pour mériter son droit de dormir sous un toit. Cela restait avec lui lors des réunions, pendant les appels téléphoniques, même lorsqu'il révisait des contrats qui autrefois captivaient toute son attention. La partie plus tranchante de son esprit lui disait que cette situation avait besoin d'une résolution, d'un chemin légal, d'un plan clair. Mais la partie plus silencieuse, celle qu'il avait ignorée pendant des années, lui disait de ne pas se précipiter, de ne pas la confier à un système qu'il avait déjà échoué une fois. Un soir, quelques jours après l'arrivée de Sadie, il la trouva assise seule dans le salon. La télévision était allumée, mais en mode silencieux, diffusant un film d'animation. Elle ne le regardait pas. Ses genoux étaient ramenés contre sa poitrine, ses bras les entourant fermement. Il resta un moment dans l'embrasure de la porte avant d'entrer et de s'asseoir dans le fauteuil en face d'elle. « Il y a quelque chose qui ne va pas ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Tu es sûr ?» Elle hocha la tête, mais après une pause, elle dit doucement, « Tu penses qu'ils vont me faire partir ?» La question le frappa plus fort qu'il ne l'avait prévu. Elle ne le regardait pas en posant la question. Sa voix n'était pas désespérée. Elle était résignée, comme si elle avait déjà accepté cette possibilité et avait juste besoin de s'y préparer. « Je ne veux pas partir » ajouta-t-elle après un moment. « C'est calme ici. Personne ne crie. » Michael se pencha en avant, les coudes sur ses genoux, la regardant attentivement.
Personne ne va te faire partir pour l'instant, dit-il. Et je fais tout ce que je peux pour m'assurer que personne ne le fera. Elle le regarda enfin, ses yeux grands et scrutateurs, comme si elle tentait de décider si elle pouvait lui faire confiance. Tu promets? Les mots restèrent entre eux comme un défi. Il ne faisait pas de promesses. Ni dans les affaires, ni dans la vie. Les promesses étaient fragiles, émotionnelles. Mais quelque chose dans la façon dont elle avait demandé, si soigneusement, si petite, rendait cela impossible à éviter. Je promets que je ne te laisserai rien arriver, dit-il. Elle hocha légèrement la tête et détourna les yeux, ses bras toujours serrés autour de ses jambes, mais ses épaules se détendirent légèrement. Plus tard cette nuit-là, il se retrouva à entrer dans l'une des pièces de stockage à l'arrière de son Penthouse, un espace dans lequel il n'était pas entré depuis des années. Elle était remplie de boîtes provenant de déménagements anciens, de caisses non ouvertes, de choses d'une autre vie. En fouillant, il trouva une boîte en carton poussiéreuse marquée « Michael personnel ». À l'intérieur, il y avait des photographies, des livres, un pull décoloré et, au fond, un dossier avec son nom tapé en lettres majuscules, un dossier de son époque dans le système. Il s'assit par terre, le dos contre le mur, et feuilleta les pages jaunies. Des notes des travailleurs sociaux, des rapports comportementaux, des dossiers de placements échoués. Il lut des phrases comme déconnecté, difficile à lier, émotionnellement distant. Il vit combien de fois son dossier avait été transféré d'un bureau à l'autre, combien de personnes étaient restées impliquées plus de quelques mois. Il ferma le dossier et resta là longtemps, fixant le vide, ressentant le poids d'un passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui. Il ne voulait pas ça pour Sadie. Il ne voulait pas qu'elle devienne un autre nom dans un dossier, un autre enfant oublié du système. Il ne voulait pas qu'elle apprenne comme lui que être seul était plus sûr que d'être déçu. Le matin suivant, il appela son équipe juridique. Il leur dit de préparer les papiers pour une tutelle d'urgence. Ils posèrent des questions, bien sûr, sur la responsabilité, sur les retombées médiatiques, sur son image, mais il leur répondit tous avec la même certitude plate. Elle reste ici. Faites ce que vous avez à faire. Cet après-midi-là, il emmena Sadie dans un magasin pour enfants. Elle hésita au début, s'agrippant au cadre de la porte comme si elle n'y appartenait pas. Il dut la convaincre doucement de rentrer, lui montrant des rangées de vêtements, de livres, de jouets. Elle ne courut pas ni ne demanda quoi que ce soit. Elle marcha prudemment dans chaque allée, touchant les objets seulement du bout des doigts. Il choisit lui-même des articles. Des vêtements aux couleurs douces, des chaussettes chaudes, des pyjamas avec des étoiles. Il lui donna un panier et lui dit de choisir ce qu'elle voulait. Elle resta là longtemps, immobile, avant de chuchoter, « Je peux vraiment ?» « Oui, dit-il. »« Tout ce que tu veux ?» Elle choisit un seul livre. Une collection de contes de fées. Cette nuit-là, elle s'assit sur le canapé à côté de lui pendant qu'il lui en lisait un passage. Sa tête reposa légèrement contre son épaule, et pour la première fois, il sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose de chaud, d'inconnu et de terrifiant. Il ne savait pas quel genre d'avenir il pourrait lui offrir, mais il savait qu'il se battrait pour ça. Pas parce qu'il se sentait responsable, et pas parce qu'il essayait de compenser son propre passé. Parce que pour la première fois de sa vie, quelqu'un avait besoin de lui, et il voulait rester. La pluie tombait régulièrement toute la matinée, une fine brume s'accrochant aux fenêtres comme si le ciel lui-même n'était pas prêt à relâcher ce qu'il portait. Michael se tenait au comptoir de la cuisine, une tasse de café noir refroidissant dans sa main, observant l'horizon flou à travers la vitre. La ville semblait lointaine, comme un souvenir estompé, inatteignable et sans importance. Derrière lui, des pas doux se firent entendre sur le sol. Il n'avait pas besoin de se retourner pour savoir que c'était Sadie. Elle avait une façon d'entrer dans les pièces sans déranger, comme si elle avait appris à exister dans les espaces calmes que les gens laissaient derrière eux. Elle monta sur l'un des tabourets de bar et s'assit les mains pliées sur ses genoux, les yeux scrutant le plan de travail. Elle n'avait pas encore parlé ce matin-là, mais il pouvait sentir que quelque chose était différent. Elle mordillait sa lèvre inférieure et le regardait comme un enfant pourrait regarder une porte fermée qu'il a peur d'ouvrir. « Tu veux quelque chose à manger ?» demanda-t-il d'une voix douce. Elle secoua la tête. « J'ai déjà mangé une banane. » Michael posa la tasse et se pencha légèrement en avant. « Tu te sens bien ?» Elle hésita, puis haussant les épaules, répondit, « J'ai fait un rêve cette nuit. » Il ne la poussa pas. Il attendit. J'étais de retour chez ma tante, continua-t-elle doucement. Elle a dit que je devais nettoyer les escaliers avant de pouvoir manger. Je n'avais pas mes gants. Mes mains me faisaient mal.
La mâchoire de Michael se serra, mais il garda son expression calme. C'était juste un rêve. Tu es en sécurité maintenant. Je sais, répondit-elle, sa voix se brisant légèrement, mais ce n'était pas comme un rêve. C'était comme avant. Michael contourna le comptoir et s'agenouilla à côté de son tabouret, de manière à être à son niveau. Je ne peux pas promettre que tu n'auras plus jamais de mauvais rêves, mais je peux te promettre que personne ne te fera jamais faire ça à nouveau. Pas tant que je serai là. Sadie le regarda, ses yeux brillants mais secs. Tu le promets? Les mots restaient suspendus entre eux comme un défi. Il ne faisait pas de promesses. Pas dans les affaires, pas dans la vie. Les promesses étaient fragiles, émotionnelles. Mais quelque chose dans la façon dont elle avait demandé, si soigneusement, si petite, rendait cela impossible à esquiver. Je promets que je ne te laisserai rien arriver, dit-il. Elle lui fit un petit signe de tête et détourna les yeux, ses bras toujours serrés autour de ses jambes, mais ses épaules se détendirent légèrement. Plus tard dans la journée, ils passèrent du temps dans la chambre d'amis, triant les nouveaux vêtements et livres qu'ils avaient achetés. Michael avait libéré de l'espace dans le placard, installé une petite étagère, et commandé un tapis doux avec un motif lavande pâle que Sadie avait admiré silencieusement dans un catalogue. Elle ne cria pas, ne sauta pas, ne réagit pas comme la plupart des enfants l'auraient fait. Elle se contenta de regarder autour d'elle et murmura, « C'est vraiment à moi. » « Oui, répondit Michael. « Tout ça est à toi. » Elle ne dit pas merci immédiatement. Elle s'assit sur le tapis et passa ses doigts le long de sa texture. Puis, après une pause, elle leva les yeux vers lui et demanda, « Comment était ta chambre quand tu étais petit ?» La question le prit au dépourvu. Il s'assit au bord du lit et fixa le sol, se souvenant, c'était petit, une chambre partagée à l'orphelinat. On avait des lits superposés et des casiers au lieu de commodes. Mon matelas avait des ressorts qui ressortaient si je me tournais dans le mauvais sens. Je n'avais rien qui m'appartenait. Pas même des chaussures, en fait. Tout était passé de main en main. Est-ce que quelqu'un te lisait des histoires, demanda-t-elle. Non, répondit-il doucement. Personne n'avait vraiment le temps. Sadie se leva et s'approcha de l'étagère, choisissant le livre de contes de fées qu'elle avait pris. Elle revint s'asseoir sur le lit et le posa à côté de lui. Alors peut-être que je peux te lire, proposa-t-elle. Michael sourit, surpris par la profondeur avec laquelle ces quelques mots le touchèrent. Ça me plairait. Elle ouvrit le livre et commença à lire d'une voix douce, son doigt suivant chaque mot. Parfois, elle butait sur les mots plus longs, mais elle ne demanda pas d'aide. Elle voulait le faire seule. Il s'assit à côté d'elle, écoutant, observant la manière dont son front se plissait de concentration. À quel point elle prenait au sérieux l'acte simple de raconter une histoire. Il avait lu des centaines de contrats, des milliers de documents, mais il n'avait jamais écouté aussi attentivement quoi que ce soit, comme il écoutait cette petite fille de 6 ans lire un livre au coin chaleureux et aux étoiles dorées sur la couverture. Lorsqu'elle eut terminé l'histoire, elle se pencha contre lui sans un mot, sa tête reposant sur son côté. Il ne bougea pas pendant longtemps. Il n'en avait pas envie. Il posa doucement sa main sur son dos et ferma les yeux quelques instants. Pour la première fois depuis qu'il était enfant, il sentit que le silence n'était pas vide. Il était plein, plein de souffle, de chaleur et de sens. Ce soir-là, Michael passa un appel à son avocat et demanda une rencontre avec un thérapeute pour enfants recommandé par le cabinet. Il voulait être sûr de faire ce qu'il fallait, non seulement sur le plan légal, mais aussi émotionnel. Il ne savait pas comment élever un enfant, mais il était prêt à apprendre. Plus important encore, il était prêt à écouter. Après avoir raccroché, il trouva Sadie à la table de salle à manger en train de dessiner avec des crayons de couleur que Lydia lui avait laissés. Son dessin représentait un grand immeuble avec une petite fille à la fenêtre du dernier étage et un homme debout sur le trottoir, les yeux levés vers elle. Elle les avait dessinés tous deux en train de sourire. « C'est nous ?» demanda-t-il. Sadie hocha la tête. « C'est la première nuit où tu m'as vu. » Il s'assit à côté d'elle et regarda le dessin. Les lignes étaient inégales, les couleurs imparfaites, mais c'était la chose la plus honnête qu'il ait vue depuis des années. « Merci, dit-il. » Elle parut confuse. « Pourquoi ? » »« Pour m'avoir laissé faire partie de ton histoire. » Elle sourit alors, timidement et légèrement, mais sincèrement. Et à ce moment-là, Michael Langston, qui avait autrefois cru que sa vie était complète dans son isolement, sut sans aucun doute que tout ce qu'il avait précédé manquait de quelque chose qu'il n'avait pas su qu'il avait besoin. Jusqu'à présent, l'air dans le Penthouse était devenu plus chaud,
non pas en température, mais en esprit. Les murs autrefois stériles résonnaient maintenant faiblement des traces de vie, des pas qui n'appartenaient pas seulement à Michael, des rires si discrets qu'ils semblaient un miracle, et le bourdonnement occasionnel d'un enfant perdu dans ses pensées. Sadie avait commencé à se sentir chez elle, et bien qu'elle ne le dise jamais à voix haute, Michael pouvait le voir dans la manière dont elle se déplaçait. Elle n'hésitait plus avant d'entrer dans une pièce. Elle laissait ses dessins sur la table basse au lieu de les cacher. Elle dormait sans vérifier la porte 3 fois. Il remarquait tout, même les plus petits changements. Sa présence s'était tissée dans ses journées à tel point qu'il se retrouvait à réarranger ses réunions, annuler des appels tard le soir, et lire des articles sur la parentalité qu'il aurait autrefois fait défiler sans y penser. Mais la paix, surtout celle qui arrive de manière inattendue, ne dure jamais sans être mise à l'épreuve. Cela commença par un appel téléphonique un mercredi après-midi. Michael était dans son bureau à la maison, en train de revoir des révisions de design pour un nouveau développement immobilier, lorsque son assistant lui transféra un appel inattendu d'une femme du département des services familiaux. Sa voix était nette et impersonnelle, chargée de l'autorité qui fit serrer la poitrine de Michael. Elle l'informa poliment mais fermement qu'un rapport officiel avait été soumis concernant un mineur, Sadie Monroe, actuellement sous sa garde sans placement officiel ni tutelle approuvée. Une visite de suivi avait déjà été programmée pour le lendemain. Il resta silencieux un moment, son stylo immobile dans sa main, puis il la remercia, termina l'appel et fixa la fenêtre. L'horizon de la ville s'étendait devant lui, indifférent et éternel. Il savait que ce moment arriverait. Rien dans sa vie ne restait sans être mis au défi longtemps. Il appela immédiatement son équipe juridique, exigeant que tout soit accéléré, documents, motions judiciaires, interviews, évaluations. Il voulait chaque signature, chaque papier nécessaire déposé dans l'heure. Ce soir-là, il ne dit rien à Sadie de ce qui s'était passé. Il ne voulait pas l'inquiéter, pas tant qu'il n'avait pas de réponse, pas tant qu'il ne pouvait pas lui promettre quelque chose de concret et solide. Mais elle devait avoir ressenti le changement dans son énergie, car elle ne cessait de le regarder pendant le dîner, sa fourchette suspendue au-dessus de son assiette. « Tu es silencieux, dit-elle enfin. Michael força un sourire. « J'ai juste beaucoup de choses en tête. » Elle hocha la tête comme si elle comprenait, et dans un sens, elle le comprenait probablement mieux que la plupart des adultes. Mais après avoir brossé ses dents et changé en pyjama, elle se rendit à la porte de son bureau et s'attarda dans l'encadrement. « Tu seras encore ici demain ?» La question faillit le briser. Il leva les yeux de son écran et croisa son regard. « Oui, dit-il. Je serai ici. » Elle hocha la tête et se tourna pour partir, mais avant de s'éloigner, elle ajouta, « Moi aussi, je serai ici. » Le lendemain matin arriva avec un ciel gris et un vent froid. Le coup à la porte de la travailleuse sociale arriva précisément à 9 heures. Michael ouvrit la porte pour se retrouver face à une femme d'une quarantaine d'années, les cheveux soignés et un porte-bloc serré sous le bras. Elle se présenta sous le nom de Madame Davison et ne sourit pas. Elle demanda à voir l'enfant immédiatement. Michael appela Sadie, qui arriva calmement en tenant son renard en peluche dans une main. Elle salua Madame Davison poliment et s'assit là où on lui indiqua. L'entretien fut bref mais percutant. La femme demanda à Sadie où elle avait séjourné auparavant, si elle avait déjà été blessée, si elle se sentait en sécurité maintenant. Sadie répondit à toutes les questions avec une honnêteté tranquille. Sa voix ne trembla qu'une seule fois lorsqu'on lui demanda ce qu'elle ferait si elle devait repartir. « Je ne sais pas, dit-elle, les yeux baissés. J'essaierai de redevenir toute petite pour que personne ne soit en colère. » Michael resta très immobile à ce moment-là. La phrase le frappa comme de l'eau glacée sur son dos. Madame Davison prit des notes, à leur sujet à tous les deux, puis partit aussi efficacement qu'elle était arrivée. Michael regarda les portes de l'ascenseur se fermer, puis rentra, les poings serrés et la mâchoire tendue. Il appela son avocat dans les minutes qui suivirent. Il ne voulait pas de mise à jour. Il voulait des résultats. Il voulait des signatures. Il voulait son nom sur ses formulaires. Plus tard dans la journée, Michael installa Sadie dans le salon et lui expliqua aussi doucement qu'il le pouvait ce qui se passait. Elle écouta sans bouger, son renard serré contre elle. « Ils vont me prendre ?» demanda-t-elle. « Je ne les laisserai pas, dit-il. Même s'ils essaient. »« Oui, répondit-il. Même alors. » Cette nuit-là, après qu'elle se soit couchée, il se versa un verre et se tint près de la fenêtre, regardant les nuages de tempête se rassembler au-dessus de la ville. Pour la première fois depuis des années, la peur s'insinça dans sa poitrine,
pas la peur de la perte ou de l'échec, mais la peur d'être trop tard. Le système ne se souciait pas de l'amour. Il se souciait des formulaires, des diplômes, des cases à cocher et des directives respectées. Il avait toujours travaillé au sein de systèmes, les dominants même. Mais c'était différent. C'était personnel. Le matin suivant, il reçut des nouvelles de son avocat. L'audience pour la tutelle d'urgence était fixée pour la semaine suivante. C'était rapide, mais pas assez rapide pour apaiser son anxiété. D'ici là, le destin de Sadie flottait dans un espace trop incertain pour qu'il puisse se reposer pleinement. Il ne lui donna pas la date. Il ne voulait pas qu'elle compte les heures avec appréhension. À la place, il tenta de garder les choses comme elles étaient. Lire pour elle le soir, l'aider avec de petits projets artistiques, l'écouter quand elle racontait des histoires sur l'école ou ses rêves. Mais c'était là, sous la surface, toujours. L'horloge qui tic-taquait, qu'aucun d'eux ne pouvait ignorer. Un soir, alors qu'elle coloriait à la table de la cuisine, elle demanda sans lever les yeux, « S'il ne me laisse pas rester, tu penseras encore à moi. » Michael la regarda longtemps, puis se leva et s'agenouilla près de sa chaise. « Sadie, dit-il doucement, il n'y a pas de version de ma vie où je t'oublie. » Elle hocha la tête, mais sa lèvre trembla. Il la rapprocha de lui, la serra fort, et ne dit rien de plus. Il ne pouvait pas promettre que le système verrait ce qu'il voyait. Mais il pouvait lui promettre cela. Il lutterait. Pas avec des mots, pas avec de la richesse, mais avec tout ce qu'il avait, car elle n'était plus une invitée. Elle n'était pas un acte temporaire de charité. Elle était à lui, et aucun morceau de papier ne pouvait changer cela. Les jours précédant l'audience passèrent lentement, remplis d'un calme anxieux qui s'était installé dans chaque recoin du pantouse de Michael. Il n'y avait plus de simulacre, plus de distraction douce ou d'évitement discret. Sadie connaissait maintenant la vérité. Michael avait essayé de la protéger du poids de cela, mais elle était trop observatrice, trop expérimentée en incertitude pour être dupe. Elle ne posa jamais de questions directes sur l'audience, mais il le voyait dans la façon dont elle le regardait, comment elle le suivait des yeux quand il faisait les 100 pas pendant ses appels téléphoniques, comment elle devenait plus silencieuse pendant les repas. Elle se préparait à quelque chose. Même si elle ne savait pas à quoi ressemblerait la salle d'audience ni ce qui était exactement en jeu, elle savait juste que cela pourrait tout changer. Michael, pour sa part, ne s'était jamais senti aussi impuissant. Il avait passé sa vie entière à prendre le contrôle de son entreprise, de son image, de son monde. Mais c'était différent. Ce n'était pas un contrat commercial ni une négociation. Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait contourner avec un contrat ou submerger avec son charme. Le tribunal ne se soucierait pas du fait qu'il soit milliardaire ni qu'il ait transformé son entreprise en l'une des plus respectées du pays. Il se soucierait des protocoles, des précédents, des vérifications de fonds et de stabilité, et si un homme célibataire sans expérience parentale pouvait vraiment être digne de confiance avec une enfant comme Sadie. Et aucune de ses réussites ne pourrait répondre à cette question de la manière qu'il le souhaitait. Il passa des heures à examiner des documents avec son avocat, à préparer des réponses aux questions possibles, à se préparer sous tous les angles pour l'audience. Il détestait ça, non pas parce qu'il n'aimait pas se préparer, mais parce qu'il avait l'impression d'essayer de prouver quelque chose qui aurait déjà dû être évident. Il l'aimait. Cela aurait dû être suffisant. Mais aux yeux du système, l'amour n'était jamais suffisant. Il devait être pesé, mesuré, vérifié. Il devait être prouvé par des affidavits, et un affidavit ne pourrait jamais capturer la façon dont Sadie avait changé sa vie. Un soir, à seulement 3 jours de l'audience, Michael rentra chez lui plus tôt que d'habitude. Il trouva Sadie assise sur le rebord de la fenêtre du salon, les genoux repliés contre sa poitrine, fixant l'horizon. Elle ne se tourna pas lorsqu'il entra. Il s'approcha et se tenit à ses côtés, regardant l'horizon avec elle. Le soleil se couchait, teintant le ciel de doré et de lavande pâle, une lumière qui rendait même les bâtiments les plus froids presque doux. « C'est joli, dit-elle. Il hocha la tête. « Oui, c'est joli. » Elle se tourna pour le regarder. « Tu penses qu'il vaut me laisser rester ?» Michael ne lui mentit pas. Il ne l'avait jamais fait et n'était pas sur le point de commencer. « Je ne sais pas, dit-il. Mais je serai là. Chaque seconde, et je leur dirai tout ce qui compte. » Elle regarda de nouveau par la fenêtre, silencieuse pendant un long moment. « Et si ils disent non ?» Il se tourna alors, s'agenouillant pour pouvoir croiser son regard. « Alors on trouvera une autre solution, dit-il. On continuera de se battre.
Mais il faut que tu saches quelque chose, quoi qu'il arrive. Elle cligna des yeux, ses yeux cherchant les siens. Tu as déjà tout changé pour moi, et rien de ce qu'ils diront ne pourra effacer ça. Elle hocha lentement la tête, mais sa lèvre trembla et une larme roula sur sa joue. Michael tendit la main et la sécha doucement avec son pouce, puis la prit dans ses bras. Elle s'accrocha fort à lui, ses petites mains s'agrippant à l'arrière de sa chemise comme si elle avait peur qu'il disparaisse si elle le lâchait. La veille de l'audience, Michael ne put pas dormir. Il s'assit dans son bureau, la ville, floue et scintillante au-delà des fenêtres, et fixa un dossier sur son bureau. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des lettres de recommandation, des évaluations psychologiques et une déclaration personnelle qu'il avait réécrite plus d'une douzaine de fois. Rien de tout cela ne lui semblait suffisant. C'était trop stérile, trop détaché. Rien de tout cela ne disait ce qu'il voulait vraiment dire, que Sadie n'était pas juste un enfant qu'il avait sauvé. C'était elle qui était venue dans les ruines silencieuses de sa vie et lui avait fait sentir qu'il était de nouveau humain. Finalement, juste après minuit, il ouvrit une page blanche et commença à écrire, non pas pour le juge ou l'avocat, mais pour elle. Il écrivit sur la nuit où il l'avait trouvée dans son bureau. Comment elle avait paru si petite et calme en train de frotter le sol, comment sa voix avait brisé quelque chose en lui qu'il ne savait même pas encore cassable. Il écrivit sur ses questions, son calme courageux, la manière dont elle ne demandait jamais plus que ce dont elle avait besoin, mais donnait plus que ce que n'importe qui n'aurait attendu. Il écrivit sur la façon dont il avait changé, pas instantanément, pas facilement, mais de façon permanente. Et à la fin, il écrivit une simple phrase, « Je ne l'ai pas sauvée, c'est elle qui m'a sauvé. » Le matin suivant arriva froid et gris. Le trajet vers le tribunal fut silencieux. Sadie était assise à ses côtés dans le siège arrière, portant une robe verte foncée et un petit manteau en laine que Lydia avait choisi pour elle. Elle lui tenait la main tout au long du trajet, sa prise petite mais ferme. Michael portait un costume noir taillé sur mesure, sa cravate parfaitement nouée, chaque détail précis. Il ressemblait à un homme prêt pour une conférence de presse, mais son cœur battait comme s'il était à son premier jour au tribunal. La salle d'audience était plus petite que ce qu'il avait imaginé. Pas de caméra, pas de public, juste le juge, la travailleuse sociale, un tuteur ad litem, l'avocat de Michael, et Sadie. Elle était assise à côté de lui à la table, ses pieds ne touchant pas le sol, ses mains soigneusement pliées sur ses genoux. Le juge posa les questions qu'ils avaient préparées. Contexte, revenus, stabilité, plan pour l'école et la garde de l'enfant. Michael y répondit tout avec calme et précision. Puis le juge se tourna vers Sadie et posa la question la plus importante de la journée. Sadie, peux-tu me dire avec tes propres mots où tu aimerais vivre? Il y eut une pause si longue que la pièce sembla retenir son souffle. Sadie baissa les yeux vers ses mains, puis leva les yeux vers le juge, et enfin vers Michael. Je veux rester avec lui, dit-elle. Parce que quand j'étais seule, je ne me sentais pas réelle. Mais quand il me parle, je me sens exister, comme si je comptais, et je ne veux jamais retourner à ne pas compter. La poitrine de Michael se serra. Ses yeux brûlaient, mais il ne détourna pas le regard. Il lui serra la main plus fort, et cette fois elle répondit en la serrant à son tour. Le juge baissa les yeux, prit une note, et ne parla plus pendant un long moment. Lorsqu'elle prit enfin la parole, sa voix était douce. Ce tribunal accorde une tutelle provisoire à Monsieur Michael Langston en attendant une évaluation et un examen plus approfondi. L'enfant restera sous sa garde. Michael expira. Ce n'était pas tout. Pas encore, mais c'était suffisant pour le moment. Sadie leva les yeux vers lui et à ce moment-là, aucun d'eux n'avait besoin de mots. Ils avaient traversé ensemble quelque chose d'immense, quelque chose que la plupart des gens ne voient même jamais. Et ils l'avaient fait côte à côte. Les semaines suivant la décision du tribunal passèrent dans un calme presque fragile, comme si un mouvement soudain pouvait tout faire éclater. Michael se sentit plus protecteur que jamais, non pas parce que la loi l'exigeait, mais parce que l'expérience avait arraché la dernière couche de distance qu'il avait laissée entre lui et Sadie. Elle n'était plus une invitée chez lui. Elle n'était plus une enfant qu'il avait temporairement sauvée d'un endroit sombre. Elle faisait désormais partie de sa famille, que les papiers le disent ou non. Et elle commença à le ressentir aussi. Pas d'une manière bruyante ou dramatique, mais dans le confort silencieux avec lequel elle commença à vivre. Elle riait plus. Elle dessinait des images d'eux et les collait sur le réfrigérateur sans demander. Elle appelait son nom lorsqu'elle faisait un mauvais rêve, et pas une seule fois elle ne vérifia la porte 3 fois avant de se coucher. Sa confiance, qui avait un jour été retenue si fermement derrière ses grands yeux bruns,
était désormais quelque chose qu'elle lui offrait librement, petit à petit, sans même savoir qu'elle le faisait. Michael s'attendait à se sentir accablé par la responsabilité. Il s'attendait à se sentir comme s'il perdait le contrôle de sa vie. Mais ce qui le surprit le plus, c'était combien il appréciait la version de lui-même qui existait lorsqu'il était avec elle. Il ne se souciait plus de manquer un dîner avec des investisseurs ou de reprogrammer une réunion du conseil. Il se levait plus tôt pour préparer le petit déjeuner avec elle. Il commença à quitter le travail plus tôt pour être chez lui à temps pour l'aider avec sa lecture. Il ne regrettait pas l'homme qu'il avait été, parce que pour la première fois de sa vie d'adulte, il ne se sentait pas vide au centre. Chaque jour passé avec elle remplissait quelque chose qu'il n'avait pas su qu'il lui manquait. Mais la vie avait une manière de lui rappeler que la paix était toujours temporaire. Un lundi matin, Michael était assis dans son bureau au siège de l'entreprise, révisant les derniers plans pour un développement de luxe qui avait déjà été retardé 2 fois. Son assistante frappa et entra sans attendre de réponse, ce qu'elle ne faisait jamais à moins que ce ne soit urgent. Son visage était pâle, son expression indéchiffrable. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir, dit-elle. Une femme. Elle dit qu'elle est la mère biologique de Sadie. » Michael se leva lentement, les mots n'ayant pas tout de suite de sens. On lui avait dit que les parents de Sadie étaient hors de l'image. Il n'avait vu aucun dossier indiquant un parent vivant ayant une quelconque revendication. La tante l'avait abandonné, et le tribunal avait ouvert la voie à la tutelle. Il suivit son assistante dans le couloir sans parler, son cœur battant fort, les pensées en ébullition. Dans la salle de conférence, une femme d'une trentaine d'années était assise, les cheveux longs et noirs, les yeux fatigués. Ses mains étaient fermement serrées devant elle, et elle leva les yeux lorsqu'il entra, son expression à la fois nerveuse et déterminée. « Je m'appelle Emily Monroe, dit-elle doucement. Sadie est ma fille. » Michael ne répondit pas immédiatement. Il prit place en face d'elle, observant son visage, cherchant un signe de familiarité. Et il le vit autour des yeux, la forme de la bouche. Les traits de Sadie se reflétaient faiblement dans cet inconnu. « On m'a dit que vous étiez morte, dit-il, sans accusation, juste confus. J'aurais bien pu l'être, répondit-elle. J'étais dépendante. J'ai tout perdu. Quand ils l'ont prise, je n'étais pas en état de lutter. Je n'ai même pas essayé. Mais je suis sobre depuis plus d'1 an maintenant. J'ai terminé un programme de rétablissement. J'ai un travail. J'ai un endroit où vivre et je veux l'avoir. » L'estomac de Michael se serra. Une partie de lui voulait se mettre en colère, la jeter dehors, protéger Sadie de toute nouvelle perturbation. Mais l'autre partie, celle qui avait été un enfant attendant que quelqu'un revienne pour lui, comprenait ce qu'il fallait pour s'asseoir en face d'un inconnu et demander pardon. « Elle ne sait pas que vous êtes en vie, dit-il. Je sais. C'est pourquoi je ne demande pas à la reprendre. Je veux juste la voir, lui parler, peut-être lui expliquer. » Michael ne répondit pas tout de suite. Il avait besoin de temps, mais il savait aussi qu'il n'y avait aucune version de cette situation qui se termine par cacher la vérité. Cette nuit-là, il s'assit avec Sadie dans le salon et lui expliqua doucement, soigneusement ce qui s'était passé. Il lui dit que sa mère ne l'avait jamais cessé de l'aimer, seulement qu'elle avait été malade et perdue pendant longtemps. Il lui dit que sa mère était en vie et qu'elle voulait la voir. Sadie ne pleura pas. Elle ne demanda pas pourquoi cela avait pris si longtemps. Elle demanda seulement, « Est-ce qu'elle veut que je vive avec elle maintenant ?» Non, dit rapidement Michael. Elle veut juste parler. Seulement si tu veux. Sadie resta silencieuse longtemps. Puis, elle murmura, « Tu peux venir avec moi. » Michael hocha la tête. Bien sûr. La rencontre se déroula dans une pièce privée dans un endroit neutre, avec un conseiller présent. Emily entra nerveusement, tenant son sac à main comme un bouclier. Sadie était assise à côté de Michael, plus petite que d'habitude, son visage calme mais impénétrable. Emily s'agenouilla pour être à son niveau et ne tendit pas la main. Ne força pas. Elle se contenta de dire, « Tu es tellement plus grande que ce que je me rappelle. » Sadie ne répondit pas, mais elle ne détourna pas le regard non plus. Emily parla un moment de ses erreurs, de ses regrets, des choix qu'elle avait faits. Elle dit qu'elle n'attendait pas de pardon, juste une chance de dire ce qu'elle aurait dû dire depuis longtemps. Sadie écouta sans interrompre. Lorsqu'Emily eut terminé, il y eut un silence. Puis, Sadie dit doucement, « Je ne me rappelle pas de ta voix. » Le visage d'Emily se contracta, mais elle ne pleura pas. Elle hocha la tête et répondit, « C'est d'accord. Peut-être qu'un jour tu t'en souviendras. »
Sur le chemin du retour, Sadie se pencha contre Michael dans le siège arrière. Elle ne dit pas grand-chose, mais juste avant qu'il ne s'engage dans le garage, elle leva les yeux vers lui et demanda « Tu seras toujours mon papa, même si je parle parfois avec elle ?» Le cœur de Michael se brisa et se guérit en même temps. « Toujours, dit-il. Cela ne changera jamais. » Sadie hocha la tête et posa sa tête contre son bras de nouveau, comme si cela avait été réglé. Et cela l'était. Elle avait affronté quelque chose que la plupart des enfants n'avaient jamais eu à affronter, et elle l'avait fait avec une force silencieuse qui l'humiliait. Elle n'avait pas choisi entre deux parents, mais pour elle-même, pour la vérité, pour l'ouverture, pour un amour qui n'avait pas besoin d'être divisé pour être réel. Et ce faisant, elle avait montré à Michael quelque chose qu'il n'avait pas encore osé croire. Elle ne se contentait plus de survivre. Elle devenait entière. Le printemps arriva lentement, comme si la ville elle-même avait eu besoin de temps pour dégeler. Les arbres du parc près du bâtiment de Michael commencèrent à fleurir en blanc doux et en rose pâle, et l'air perdit son tranchant, se réchauffant juste assez pour ramener les gens dehors. Les enfants jouaient sur les trottoirs, les couples se tenaient par la main sous les branches naissantes, et tout commença à avoir l'impression de recommencer. À bien des égards, Michael eut l'impression que lui aussi. Mais cette fois, il n'était pas seul. La vie avec Sadie était devenue quelque chose de stable, quelque chose d'inexprimé et de sacré. Il y avait encore des moments d'incertitude, des questions qui surgissaient lors des longues nuits, des préoccupations qu'il ne pouvait pas complètement apaiser. Mais il y avait la paix dans la manière dont elle l'appelait le matin, dans les dessins qu'elle collait sur le mur de son bureau, dans la douceur avec laquelle elle s'endormait dans le siège arrière pendant les longs trajets en voiture. Elle était devenue une partie de son monde, non pas par perturbation, mais par une certitude tranquille, et il avait appris à se réarranger autour d'elle sans résistance. L'audience finale pour la tutelle légale complète eut lieu fin avril. Contrairement à la première, celle-ci ressemblait moins à un procès et plus à une confirmation de ce qui avait déjà été décidé par le temps et l'amour. Les papiers avaient été examinés, les visites à domicile effectuées, l'évaluation psychologique soumise, mais rien de tout cela n'importait autant à Michael que ce qui se passait chaque jour dans son propre salon. Lorsque leur tour vint devant le juge, Sadie lui serra la main, portant une robe bleue claire qu'elle avait choisie elle-même et un bracelet en argent que Michael lui avait offert la veille. Il y avait ses initiales gravées à l'intérieur. Elle avait pleuré en l'ouvrant, pas de tristesse ni de joie, mais d'une émouvante surprise d'être vue, rappelée, choisie. Le juge, une femme dans ses 60 ans aux yeux bienveillants et à la voix douce comme une pierre chaude, parcourut la dernière page du rapport et sourit doucement avant de rendre sa décision. Michael Langston se voit accorder la tutelle légale permanente de Sadie Monroe avec tous les droits et responsabilités qui viennent avec le rôle de parent. Les mots ne résonnèrent pas, ne vibrèrent pas d'un flair dramatique. Ils tombèrent simplement aussi silencieusement qu'un lever de soleil, changeant la forme du monde sans besoin d'applaudissements. Après cela, ils sortirent ensemble sous la lumière. Et Michael souleva Sadie dans ses bras. Elle enfouit son visage dans son cou et murmura « C'est bien si je sens encore que ce n'est pas réel ?» Il la serra plus fort. « C'est réel pour moi à chaque seconde. » Elle hocha la tête, et cela suffisait. Dans les semaines qui suivirent, Michael commença à mettre en œuvre un projet auquel il avait pensé depuis le jour où il l'avait vu laver les sols de son bureau. Il acheta un bâtiment calme à Brooklyn, une ancienne école délabrée, et commença à le transformer en un centre communautaire pour les enfants en crise. Ce serait un endroit pour des enfants comme Sadie, des enfants qui avaient été négligés, passés d'une maison à l'autre, à qui on avait dit trop de fois qu'ils étaient trop ou pas assez. Le centre offrirait un toit, de la nourriture, de l'art, de la thérapie, de l'éducation, et surtout, des gens qui écoutent. Il l'appela le Monroe House, non seulement en l'honneur de Sadie, mais pour reconnaître tout ce que son nom signifiait maintenant pour lui. Sadie visita régulièrement le site avec lui. Elle parcourut les couloirs à moitié terminés, les yeux pleins d'émerveillement, observant les murs peints, les étagères installées, et les fournitures d'art déballées. Elle choisit les couleurs pour la salle de lecture et sélectionna les premiers livres à mettre sur les étagères. Elle posa des questions réfléchies lors des réunions et se présenta aux travailleurs d'une petite voix confiante mais assurée. Un jour, se tenant dans la pièce principale où le comptoir d'accueil serait installé, elle se tourna vers Michael et dit « Avant tu construisais des bâtiments. Maintenant, tu construis autre chose. » Il sourit. « Je construis un endroit où quelqu'un comme toi n'aura plus jamais à se sentir invisible. » Elle s'approcha et prit sa main. « C'est la meilleure chose que tu aies jamais construite. » Lorsque le Monroe House ouvrit officiellement, il n'y eut pas de presse, pas de médias, pas de cérémonie en dehors d'un petit rassemblement d'enfants,
de bénévoles, et de quelques-uns des plus proches collaborateurs de Michael. Sadie fit la première visite elle-même, guidant un groupe d'enfants à travers les couloirs avec une fierté discrète. Elle leur montra où ils pouvaient peindre, où ils pouvaient lire, où ils pouvaient s'asseoir s'ils avaient juste besoin de rester seuls. Elle expliqua l'importance du placard de la gentillesse, une petite pièce remplie d'essentiels, gratuitement pour tous ceux qui en avaient besoin. Et à la fin de la visite, elle dit quelque chose que Michael n'oublierait jamais. « Je sais ce que ça fait d'être personne », dit-elle au groupe. Mais cet endroit est pour les gens qui ont besoin de se rappeler qu'ils sont quelqu'un. Plus tard dans la nuit, lorsque le dernier invité était parti et que les lumières du bâtiment s'étaient atténuées, Michael et Sadie s'assirent ensemble sur les marches d'entrée, mangeant des glaces dans des gobelets en papier et regardant les étoiles apparaître lentement au-dessus de la ville. Sadie posa sa tête sur son épaule, et après un long moment de silence, elle dit « Je pense qu'on a créé quelque chose de bien. » Michael ne répondit pas tout de suite. Il la regarda, observant la façon dont ses cheveux bouclés aux extrémités, le bracelet qui scintillait doucement à son poignet, l'enfant qui, autrefois, était tellement silencieuse qu'elle ne parlait qu'à peine au-dessus d'un murmure, et qui maintenant remplissait les pièces de sens simplement en étant là. « On s'est créé l'un l'autre, dit-il enfin. Elle sourit et ferma les yeux, la nuit les enveloppant doucement autour d'eux. Et pour la première fois dans leur vie à tous les deux, l'éternité ne semblait pas être un mot destiné à d'autres personnes. Cela ressemblait à la maison. Cette histoire, au fond, ne parle pas seulement de sauvetage. Elle parle de reconnaissance. Elle parle de deux personnes qui étaient invisibles de manière différente. L'une, une enfant trop petite pour être entendue. L'autre, un homme trop réservé pour être vu. Ce qui rend la fin puissante, ce n'est pas qu'elle soit heureuse dans le sens traditionnel, mais c'est qu'elle semble mériter. Le voyage qu'ils font, lent, brut, souvent silencieux, est rempli du genre de choix qui transforment les gens, pas dans de grands moments cinématographiques, mais dans les doux et persistants, être présent, écouter, rester. L'image finale d'eux sur les marches du centre qu'ils ont construit ensemble reste parce qu'elle n'est pas triomphante, elle est réelle. Elle dit, la guérison est possible, la famille peut être choisie, et même le cœur le plus fermé peut s'ouvrir quand quelqu'un de suffisamment courageux traverse son silence. Et peut-être que c'est la vérité la plus pleine d'espoir de toutes.